Bon, on a décidé de lancer un nouveau média. Le nom, Langue de Com. Le principe, parler avec les métiers de la communication, du marketing, des entrepreneurs, des concepteurs, rédacteurs, des attachés de presse, des gens connus, plus ou moins pas connus, en fait on s'en fiche. Le but c'est de parler sans jargon, sans bullshit, sans chichi et surtout sans langue de Donc le principe, c'est qu'on va s'assurer que les gens ne répondent pas avec une petite langue de bois, vous voyez. Et donc à chaque fois que ça n'ira pas ou que le discours risque de partir dans une direction qui ne nous plaît pas, nous permettrons d'appuyer sur ce magnifique buzzer. Le principe est simple. Vous vous doutez bien que tout cela, ce rêve qu'on va vous envoyer, ne peut pas avoir lieu sans une équipe que j'aime. Nous remercions évidemment aussi 50 Partners qui nous permet d'enregistrer dans ce lieu mythique et magique qui a hébergé tant d'entrepreneurs ces différents épisodes. 50 Partners qui n'est autre que 50 entrepreneurs qui sélectionnent et accompagnent les success stories de demain dans la tech, l'impact, la santé et le Web 3. Aïe aïe aïe! Web 3, on verra dans un autre épisode pour vous expliquer de quoi il s'agit. On va donc accueillir notre premier invité, Louis Marty, le papa de la marque Merci Andy. Le sujet sans bullshit toujours dont on va débattre aujourd'hui, c'est comment créer une marque qui cartonne direct à l'international. Ouais, l'humilité, plus tard. Oui, vas-y viens, c'est à toi maintenant. Tu peux te présenter s'il te plaît. Eh ben, salut, je suis Louis Marty, j'ai 34 ans, je suis papa d'une petite fille, je suis le fondateur de Merci Andy. Merci Andy, c'est une marque que j'ai créée il y a plus de 10 ans, 11 ans exactement, à la sortie d'études. J'ai vendu plus de 50 millions de produits, c'est du gel pour les mains. On a commencé avec ce produit phare qu'on a rendu cool, qui sentait la vodka et qui asséchait les mains. On l'a mis dans un environnement cosmétique, lifestyle, dans 20 pays dans le monde, dans à peu près 5000 magasins. Lifestyle? Lifestyle? Tout le monde dit ouais, moi j'aimerais une marque lifestyle. Ça veut dire qu'on est une love brand, ça veut dire que les gens nous aiment, qu'ils nous envoient des cartes postales, ça veut dire qu'ils likent beaucoup de notre contenu, qu'ils viennent dans nos bureaux, passer du temps avec nous, boire des cafés. Et à peu près 1 million de personnes sur nos réseaux, 500 000 sur Insta et 500 000 sur TikTok. Une équipe de 25 personnes entre Paris et New York. On a un petit bureau. C'est beaucoup de petites mains qui travaillent parce qu'on fait beaucoup de choses à la main. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de passion et surtout beaucoup d'échecs. On va aussi en parler parce qu'on réussit pas tout. Je m'engage à répondre sans bullshit et sans langue de bois à langue de com. Comment est-ce qu'on s'endort sereinement le soir quand on est suivi par des millions de personnes, quand on a ce carton comme ça assez je trouve rapide? En combien d'années exactement tu peux définir ton succès aujourd'hui? Il y a eu 3 étapes. Il y a eu je pense le 0 to 1, celui où on était étudiant, un peu insouciant et on s'en foutait un petit peu de tout. On faisait des conneries dans les prises de parole, dans les actions marketing. Il y a eu ensuite, je pense, le lancement chez Sephora dans 900 magasins en Europe où c'est plus des petits concept stores. Et ça s'est fait en combien de temps à peu près? Ça s'est fait en 2 ans, ouais. 18 mois. Et ensuite, il y a eu la 3e étape qui a été post-levée de fonds, qui a été là, on est d'une marque sérieuse qui a trouvé son business, ses produits, à une vraie marque de personal care, parce que c'est ce qu'on aime dire sur nous. Et ça a été, on va dire, post-Covid. Personal care? Eh ouais. L'anglicisme va pas avoir beaucoup de place ici, on va essayer vraiment de faire un truc. Pour le coup, c'est un mot que j'aime qu'en anglais, parce que... Oui, il n'existe pas vraiment care en français. Le mot care n'existe pas, et personal care, c'est soin de la personne, on va dire comme ça, mais nous, voilà, on a des produits pour les mains, pour le visage. J'aime pas dire qu'on a une marque de cosmétiques, parce que pour moi, dans le cosmétique, il y a un côté trop superficiel, et surtout dans les produits qu'on fait, on veut pas rendre les gens plus beaux, on veut rendre les gens plus heureux et plus extraordinaires que la veille, mais notre vocation, c'est pas de rendre les gens beaux, et voilà. Donc, j'aime bien le mot personal care, donc si tu m'accordes cet anglicisme, je le garde. Ok, ça passe. Ça passe, vous êtes d'accord? Ouais, ça passe. Ouais. On valide, ok. Une question me vient à l'esprit, tu prends donc soin des gens. Est-ce que tu as pris soin de toi? Est-ce que j'ai pris soin de moi? Ça a fait le yo-yo, je pense. Aujourd'hui, je prends beaucoup soin de moi. Tu vois, cette année, mon objectif, il est très sportif, avant d'être peut-être même professionnel. J'ai vu ça en story. Je vous invite à suivre Louis en story. On le voit soulever des poids, soulever de la fonte. Non, mais j'ai été passionné par un truc. Mais non, il y a des moments où j'ai fait beaucoup de sacrifices. Physiquement, ça a été dur. Et surtout, tu peux pas être bon partout. Tu peux pas être un bon entrepreneur, bon CEO, collègue de travail, mari, père, voisin, famille, frère, fils, donc amis. J'ai oublié mes potes dans tout ça, mais il faut savoir dire, ok, à ce moment-là de ma vie, j'ai été hyper bon pour mes équipes, hyper bon pour mes enfants, et moi, ma fille, c'est ma priorité, je la ferai passer avant tout, comme j'espère beaucoup de parents, mais hyper important il y a des moments où il faut être un bon mari, il y a des moments où il faut être un bon frère, il y a des moments où il faut être un bon fils. Et moi, ça, quand je l'ai accepté, ça m'a beaucoup aidé. De te dire, là, je serai un petit peu moins présent, c'est moi, si pour
parce que je dois être plus présent ailleurs. Donc c'est du temps que tu te donnes, concrètement c'est quoi? C'est dans ton agenda, tu te dis là c'est ma fille et c'est un temps que personne ne touche? C'est pas forcément tiens 5 heures ici, 2 heures par là, c'est plutôt où est-ce qu'est mon mental et où est-ce qu'est ma charge mentale. Donc à ce à quoi je pense le soir, quand je suis très focus business, je vais m'endormir peut-être avec des idées business. Quand je suis focus peut-être sur ma famille, ça va être plutôt de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec la famille pour la renforcer. Avec mes amis, ça va peut-être un peu plus sortir. Mais en fait, je calibre mon mental par rapport à où est-ce que j'ai envie d'être bon et avec qui. Parce qu'on ne peut pas être bon partout, tout le temps. Et ça, il faut savoir le reconnaître et surtout en parler. Tu vois, le dire à son conjoint, à son partenaire, voilà, c'est important. Toi, par exemple, ça t'est arrivé de dire quoi à ta fille? Non, à ma fille, non, elle est petite et pour tu le coup, non, je l'épargne à mort, mais j'ai déjà dit à ma femme que là, j'ai besoin de son aide un peu plus à la maison parce que je dois bosser plus, rentrer plus tard, partir plus tôt, que moi, je vais emmener ma fille tous les matins à l'école, là que je pourrais pas. Ça m'est arrivé de le faire et à un moment, elle aussi, dans son activité, elle peut me le dire. Ça m'est arrivé de dire à ma mère, je pourrais pas être là pour X raisons parce que je suis moins présent, ou même à mes équipes de dire je vais être un peu moins au bureau parce que je veux passer plus de temps ici pour des raisons personnelles. Et il faut parler de tout ça. Hyper important. Communiquer. Ouais, et communiquer sur ce qui marche et aussi un peu sur sa vulnérabilité, ça fait du bien. Alors justement, Merci Andy, gros carton qui dure en plus parce qu'on les voit les marques, tu vois, météorites. Elles arrivent, elles repartent en 5 ans, on n'en entend plus parler. 5 ans encore, je suis gentille, parce qu'il y a des marques qui débarquent et puis qui disparaissent très vite. Vous avez donc 11 ans. 11 ans de réussite, j'ai l'impression que ça continue de faire comme ça. Est-ce que parfois, malgré tout, on peut le dire, tu réussis? En France, on n'ose pas trop dire qu'on réussit, tu réussis? On est content, on est en croissance, on est rentable, on est serein, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, être beaucoup plus gros. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de grandir sainement et d'être rentable. Et c'est hyper important pour nous, avec des produits qui font du sens par rapport à qui on est et qui sont nos clients. On lance pas tout et n'importe quoi et on est certainement passé à côté d'opportunités parce que ça rentrait pas dans le cadre de nos valeurs. Voilà, c'est parce que le cahier des charges c'était pas assez naturel, parce que on n'apportait rien d'autre que le marché avait besoin. Et ça, qui va piano va sano. Moi, j'aime bien quand même ce proverbe. T'as une équivalence en français? Petit à doucement, petit à petit. C'est comme ça. Italien, on peut? Oui, italien, on peut, ok. Est-ce que réussite est égal à frustration? Est-ce que tu es frustré de certaines choses? Des trucs où tu te dis, toi, on va pas au bout des choses, ou alors je regrette. C'est quoi où ta plus grosse frustration, si tu as une anecdote assez concrète, et où ton plus gros regret? Ma plus grosse frustration, c'est d'avoir une communauté si forte en ligne, mais qu'on n'a pas réussi à transformer suffisamment en ligne. Je m'explique. En gros, nous, on a un gros business wholesale, décidément, on a un gros business en magasin avec des gros partenaires qui prennent beaucoup de place dans nos ventes et on les adore, on est très heureux et on arrive à construire du business rentable avec eux. Mais on n'a pas, on fait du chiffre, c'est une belle part de notre portefeuille, on n'a pas fait du business en ligne de manière extraordinaire. Et c'est un peu ma frustration. Donc tu veux dire que les gens t'achètent davantage en ligne? Ouais. Non, m'achètent davantage en magasin. Ah, ok, pardon. En magasin, Tu vois, alors que quand tu te dis Merci Andy, c'est 1,3 million de personnes sur les réseaux et tout, ils doivent faire des dizaines de millions d'euros en ligne. C'est pas le cas. On fait beaucoup d'argent, mais on pourrait faire plus par rapport à la taille. Et je pense qu'on s'est construit un modèle où on est beaucoup en magasin. Et du coup, les gens, dans leur esprit, c'est tiens, Merci Andy, c'est chez Monoprix, tiens, Merci Andy, chez Sephora. Et ça, du coup, on met en place, tu vois, des exclusivités sur certains produits pour vraiment être que disponible en ligne. Et ça, donc, c'est une frustration? C'est une frustration parce que, je pense, quand tu vois Enfin, c'est une frustration, c'est pas, ça m'empêche pas de dormir, mais j'aurais aimé me dire, tiens, j'expédie 100 000 commandes par semaine, tu vois. J'ai un côté où t'es un peu plus proche quand même de tes clients, tu vois, tu leur parles. Après, c'est hyper complexe, un business en ligne, c'est du SAV, c'est de la logistique, c'est des marges, c'est de la perte, c'est des colissimo, des mondial relais, j'ai pas reçu le code, il est bloqué dans le locker. Enfin, tu vois, nous, à notre petite taille d'e-commerce, on a déjà beaucoup de problèmes. Oui, mais après, c'est un peu d'ego, je pense, tu vois, de te dire que quand tu vois notre communauté, tu te dis, en fait, ça devrait être énorme. Et là, par exemple, il y a TikTok Shop qui arrive. Pour nous, c'est énorme. On a, si tu veux, pendant 3 ans, on a construit TikTok. Aujourd'hui, c'est quasiment 600 000 personnes sur TikTok.
Aujourd'hui, on a le moyen de le monétiser. Bah voilà, on va être une des premières marques regardées. Est-ce qu'ils vont faire des millions en quelques semaines, quoi. Et oui, et on le sait, c'est pas facile de convertir sur les réseaux sociaux. Bah non, c'est hyper difficile. Hyper difficile. Surtout quand tu as des petits paniers moyens. Dans la food, c'est encore plus compliqué, mais dans la beauté, c'est un peu plus facile, mais on a des petits paniers moyens parce que nos produits sont pas chers. Donc tu as des problématiques de profitabilité, de logistique, tout ça. Mais voilà, je sais que sur TikTok Shop, on va être hyper attendu. Et du coup, ça met une pression. Et si on n'arrive pas tout de suite à taper très haut, bah, je vais avoir de la frustration. Et comment tu gères cette pression, justement? Est-ce qu'elle t'empêche de dormir? Non, elle ne m'empêche pas de dormir. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de grandir, c'est d'avoir des gens heureux au travail, c'est de rendre heureux les gens qui nous ont fait confiance, nos investisseurs, et c'est d'être en bonne santé, quoi. C'est le plus important, tu vois. Moi, aujourd'hui, entre faire 10, 15, 20, 100 millions d'euros et dans un cas, être en bonne santé, mauvaise santé, mes équipes qui pleurent tous les soirs, je préfère l'option on est tous très heureux et tout le monde va très bien, où on se marre, c'est hyper important. On est quand même une marque, notre mission, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Moi, j'ai envie que les gens, que ça soit 1 an, 2 ans, 10 ans, quand ils passent chez Merci Andy, ils se disent bah ouais, c'était une aventure extraordinaire, avec tout ce que ça veut dire. Alors justement, je voulais y venir. Cette signature. Non, ouais. mais tu vois, genre, quand on voit des signatures de marque, on peut se dire, mais c'est bullshit. Rendre l'ordinaire extraordinaire. Ouais. Moi, ça me parle, je suis du métier, Ouais. donc je comprends. Mais si tu peux nous l'expliquer, genre simplement. Ça veut dire qu'on va. Bah, en fait, ça a été très parlant pour notre audience sur nos premiers produits. Ça veut dire qu'on a pris des produits vraiment basiques. Le gel pour les mains, c'était ultra basique. Pas glamour. Voilà, pas glamour, pas fun. Tout à l'heure, j'en parlais, mais ça sentait la vodka, ça asséchait les mains. Et c'était vraiment de dire, on va prendre des choses qui existent, qu'on va emmener et on va dans un territoire beaucoup plus extraordinaire. Et ce que ça veut dire extraordinaire, c'est sortir de ton quotidien. Et nous, notre objectif, c'est aussi ça, c'est de se dire avec des achats, avec une expérience en ligne, dans notre boutique ou parfois chez des revendeurs, l'expérience, elle va être différente. On espère meilleure, mais en tout cas différente que si tu vas ailleurs. Que j'aime, moi, en fait, le rationnel qu'il y a derrière, c'est de créer de la surprise. Tu vois, c'est d'essayer de provoquer une émotion inattendue. C'est ça, la surprise. Donc, en général, on espère que c'est de la joie, plus que de la tristesse ou de la colère. Mais ça va être, voilà, quelle émotion on peut créer quand tu reçois ta boîte e-commerce, quand tu soulèves une étiquette d'un produit, quand tu vas recevoir un email à J+7 après avoir acheté. Ça va être qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Sur tous les points de contact. Sur tous les points de contact, tu vois. Et, ça doit être fatigant, non? Ça doit être fatigant. Non, mais de penser comme ça, c'est sur tout fatigant. Ce que tu crées autour de ta marque. Ouais, c'est très fatigant. C'est très fatigant parce qu'en fait, on fait rien un peu comme les autres. Du coup, rien devient bench, rien devient inspiration, rien devient copie. Donc, et moi, je dis aux équipes, en fait, regardez plutôt ce que font les jeunes marques. Arrêtez de regarder ce que font les grands, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, donc allez voir les petits, allez voir dans d'autres industries aussi, parce qu'il y a parfois de bonnes idées, des gens qui prennent un peu plus des risques, mais c'est vrai que c'est très fatigant sur le plan produit, sur le plan logistique et même sur le plan marketing, tu vois, de prendre la parole. Ouais, c'est fatigant. C'est épuisant. C'est très épuisant. J'en ai des vastes souvenirs chez Michel Augustin. Oui, je confirme. Effectivement. J'étais heureuse, mais je faisais quelques petites nuits blanches. Ouais, la fameuse vache pourpre, tu vois. Moi, ce livre de Seth Godin, qui m'a appris beaucoup de choses. C'est dans un train, tu connais bien les vaches, mais il raconte il était dans le train et il voit une vache de couleur violette à un moment parce que, et en fait, la seule de son trajet, il allait en Normandie en train et la seule vache dont il se souvient, c'était celle-ci qui était pas comme toutes les autres. Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois, ce côté très différent. Et le but, c'est pas d'être différent pour être différent, c'est juste on est envahi de produits, de messages, donc il faut émerger et voilà. Et en plus, ça me fait rire. Donc, c'est bien. Vous avez quand même aussi réussi, on revient sur la réussite, vous avez créé une marque clairement qui émerge. Je pense que vous avez créé le seul gel hydroalcoolique qu'on assume de montrer, de sortir, voire, on se disait ça avec les filles, de mettre dans un sac de luxe. Ouais. Voilà, je trouve que Merci Andy, Jacques Mus, ça match. Ouais. Jacques Mus, si tu nous entends. La couleur, ce côté fun et à la fois qualité-produit, quoi. Il y a un côté fun, coloré. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi qui a fait la réussite de ta marque au tout début? C'est quoi le bon mix? Il y a du branding, de l'image, il y a des équipes, il y a un timing aussi beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la réussite? Déjà, c'est le produit. Tu vois, le marketing, la com, tout ce qu'on fait autour et tout, ça sert pour faire acheter une fois le produit. Mais moi, je dis tout le temps à mes équipes, la rétention, ça veut dire si les gens réachètent et compagnie, il faut que le produit soit bon. Tu vois, ou alors, tu les as loqués dans un abonnement, ils ne peuvent plus en sortir. Et en fait, je préfère rester abonné plutôt que de ne pas consommer le produit. Donc nous, la question qu'on fait à chaque fois qu'on prend la parole, c'est plutôt pour les gens qui veulent
acheter le produit une première fois. Et je pense que nous, notre succès, ça a été de faire un bon produit. Tu vois, comme je te disais, il y avait ce côté vodka, asséchant pour les mains, on est venu mettre des parfums, on a travaillé une formule hydratante. Le fameux P de produit, si on parle un peu des bases du marketing, il est hyper important. Après, il y a la distribution. Nous, on a fait le choix de se dire, en fait, on ne veut pas être comparé aux autres. Et aujourd'hui, moi, je ne sais toujours pas qui sont mes concurrents. Et je ne veux pas savoir. Et ça ne me regarde pas. Est-ce que c'est le gel en pharmacie? Est-ce que c'est le gel un peu parfumé très haut de gamme? Il y en a très peu. Est-ce que c'est les gels, tu vois, de laboratoire pharmaceutique? Oui, certainement, c'est nos concurrents. Mais dans l'esprit, moi, j'adore quand les gens me disent « j'ai pas de concurrent ». Parce qu'en fait, ta marque, elle est tellement un peu unique que j'ai pas de concurrent. Si vous trouvez le concurrent de Merci Andy, on vous invite à cette émission. Voilà, vous nous dites et on vous invite. Louis fait un cours de sport avec vous. Let's go. Et non, et donc du coup, le bon produit, le bon réseau de distribution, notre premier magasin, ça, moi j'adore, c'était Colette, c'est quand même cool. Première boutique, ça, pour moi, c'était exceptionnel parce que tu vois un produit pour les mains qui est vendu 3 € était vendu dans un des concept stores les plus trendy à l'époque. Et on a capitalisé là-dessus pendant hyper longtemps. Moi, dans mes emails de démarchage, je pense les 3 premières années, c'était Merci Andy, le produit numéro 1 en volume chez Colette. Et c'était vrai, tu vois. Je crois qu'on en vendait presque 3000 par mois dans une boutique à Paris. Donc c'était énormément. On les vendait quelques euros, donc c'était pas beaucoup d'argent. Mais, et ça m'a fait rentrer chez H&M, Urban Outfitters, Sephora, Nordstrom aux US. Tu vois, j'ai capitalisé et ça, c'est un peu la preuve sociale, la preuve business même d'un produit et ça, faut l'avoir, c'est hyper important. Je vois que tu fais attention à pas utiliser des mots anglais. Voilà, business proof, social proof. Et il y a un distributeur dont tu rêves aujourd'hui, chez qui vous n'êtes pas encore? Ouais, c'est un gros US. Aujourd'hui, on est dans des beaux US, beauté, sélectif, mais je pense qu'un Target, ça serait pour nous extraordinaire parce que c'est 3000 magasins, c'est là où vont choper les jeunes et surtout, il y a des offres pas si similaires que les nôtres, donc on pourrait émerger. Mais on va y arriver. Dans les critères de réussite, tu n'as pas parlé de l'image. Moi, je trouve quand même que quand tu arrives à réussir un branding, ça quand même, on peut un peu le dire, mais c'est une image de marque aussi dingo que Merci Andy. Est-ce qu'il y a une notion de retour sur investissement au niveau du business? Parce que moi, j'ai souvent des clients qui passent pas tant de temps que ça à travailler leur marque, alors qu'en réalité, c'est hyper important de créer une marque avec une tonalité, un truc, quelque chose de différent un petit peu. Donc, tu n'en as pas parlé de l'image dans les critères de réussite, mais quand même, non? Non, c'est sûr. Après, tu vois, aujourd'hui, tu gères ta boîte avec des Excel, des KPI et tout, donc c'est difficile. Nous, on n'a jamais fait d'études de notoriété. Tu vois, on devrait, mais on n'a jamais fait ça. On regarde pas trop les études, Kantar et tout, combien on est en part de marché. On regarde, mais aujourd'hui, je pilote ma boîte avec mes factures et avec ce que je paye, ce que je dépense. Et évidemment, par contre, je suis très sensible à toutes nos KPI de réseaux sociaux, le nombre de vues, d'impressions, le taux d'engagement. Ah tiens, là, on décroche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sur TikTok, nos vues, il n'y a que sur ces vidéos qui fonctionnent. Donc, pourquoi on continue à faire des vidéos qui ne marchent pas? Donc, moi, je suis très sensible plutôt en tout cas pour moi, notre notoriété, je la mesure beaucoup aujourd'hui. Enfin, et même l'image de marque à nos performances en social media, je pense que c'est 95% c'est comme ça que tu vois si ça fonctionne. C'est comme ça que je fais. Et dès qu'on décroche, je me dis, ah tiens, on perd en notoriété, on perd en social hype, en coolitude, j'ai envie d'appuyer, mais en coolitude social media, il faut comprendre pourquoi. Donc on change nos... J'appuie un peu quand même, tu vois. Ouais, coolitude. Non, mais est-ce qu'on se parle pas un petit peu à nous-mêmes sur ces réseaux sociaux, tu vois? Ouais, je sais pas. Il y a un côté, aujourd'hui, suivre une marque, tu vois. Alors, vous êtes énormément suivis, c'est ce qui fait ce truc de dingue chez vous. Ouais, mais... nous, on le voit, c'est difficile de gagner des abonnés, quoi. Non, mais tu vois, donc le nombre d'abonnés, par exemple, c'est plus trop ce qu'on regarde. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, nous, on a de la chance, on a une grosse base et tout, mais ça va être plutôt la manière à laquelle tu imprimes. C'est tellement dur d'imprimer. Aujourd'hui, tu vois, les méta, ils ont sorti des méta verified, des trucs pour plus sortir. Est-ce qu'il faut les prendre, pas les prendre? On se pose tout le temps des questions parce que le jeu, il a changé quand même. Tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est plus la même chose. Vas-y, genre, ouais, c'est quoi? C'est trop de concurrence? Non, mais beaucoup de concurrence. Tu vois, les certifications, c'est plus du tout. Aujourd'hui, tu les payes. Ouais. Pareil pour imprimer, tu vois. Tu peux te dire, est-ce que t'es Meta Business Plus, Meta Max? Enfin, ils ont sorti plein de programmes pour plus imprimer. Est-ce que tu as aussi l'UGC qui prend une part méga importante? Donc, User Generated Content. Voilà. On va pas buzzer tous les mots en anglais, mais bon. Mais en gros, c'est de se dire, est-ce que... Avant, nous, on produisait 100% de nos contenus. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% de notre contenu qui est produit par des clients ou des gens qu'on paye pour nous produire du contenu en mode ils utilisent nos produits. Et en fait,
Voilà, donc le jeu, il change un peu, les outils changent beaucoup. Et là, avec TikTok Shop, à mon sens, quand tu fais du e-commerce, il y a tout qui va exploser. Enfin, TikTok Shop sur la beauté, c'est devenu quasiment la même taille qu'Amazon en moins de 2 ans. Donc, c'est la folie. Donc en France, il va se passer beaucoup de choses. Et les créateurs, c'est eux qui vendent le plus. C'est pas, tiens, j'ai mon compte TikTok, merci Andy, je parle de mon produit. Ce qui compte, c'est Sarah, qui a 400 000 followers sur TikTok. Elle va participer au programme d'affiliation de Merci Andy sur TikTok. Elle va gagner 10, 12, 15% des ventes qu'elle va faire. Et elle va dire que notre huile à lèvres, c'est la meilleure. Ou qu'elle adore, regardez comment ça fait et tout. Et en fait, le jeu, il change. C'est ça le futur. Bah ouais. Et tout ça mélangé dans un environnement qui est à la fois réseau social et où tu peux cliquer, acheter, gagner de l'argent en regardant des vidéos. Donc ouais, c'est un délire. Donc, image de marque, tu as répondu, mais un entrepreneur demain qui se lance, tu lui dirais pas, mec, travaille ton image de marque? Si, pour moi, la vraie plateforme, donc ton produit, la plateforme de marque, c'est clé. C'est pourquoi tu fais ça. C'est surtout ça, moi, qui va m'intéresser. C'est le pourquoi tu te lances, pourquoi tu fais ce produit, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu choisis ces couleurs. C'est ça qui va m'intéresser. Après, en fait, pour moi, je pense que on a autant d'images des marques que de personnes qui nous aiment. Tu vois, toi, tu vas peut-être percevoir... tu vois, moi, quand on me dit ah ouais, vous êtes une marque ultra parisienne, cool, pas du tout. Nous, je comprends pas bien le point, vas-y. Le point, c'est qu'en fait, je pense que quand on travaille notre image de marque, tu vois, on a envie de se dire, bah tiens, on va viser ces gens-là, comme ça. La réalité, c'est que tu es perçu de manière différente par rapport aux cultures des gens, l'âge des gens et compagnie. Donc nous, on a un message à mettre, on a un message à faire passer. On veut que dans la tête des gens, on soit une marque extraordinaire, qui a un côté vraiment surprenant, il y a tout le temps cet effet surprise. Mais moi, je parle à des gens, mais même de mon entourage, ils vont me dire « non, mais Merci Andy, c'est une marque de bobo parisien », alors que absolument pas, tu vois. Moi qui habite en Bourgogne depuis peu, vous êtes chez Monoprix et je suis sûre que ça cartonne aussi. Quand tu regardes notre business, on marche très très bien en ville. Quand tu regardes notre e-commerce, on en voit beaucoup dans les campagnes. On a des enfants qui nous adorent. On a des femmes, tu vois, qui utilisent notre skincare, qui ont 35-40 ans. Donc, c'est assez mélangé. C'était un peu... à l'époque, il y avait le syndrome Canal+. On disait Canal+, c'était la chaîne branchée parisien, alors qu'en fait, c'était absolument faux. 90% des gens qui regardaient étaient en dehors de Paris. C'est ce qui m'énerve quand on essaye vraiment de catégoriser une marque auprès d'une cible. Exactement. Ça me rend ouf. Et Michel Augustin, on disait pareil. On disait, mais on parle à tout le monde, en fait. 0,70 ans, la cible. Le côté, nous, on vise que les CSP+, machin. En fait, pour moi, ça a explosé tout ça. Mais même l'âge, tu vois, il y a des gens, nous, on a des gens de 30 ans qui ont fait 25 commandes sur notre site, c'est des gamins. Et à l'inverse, enfin, c'est des gamins, pardon, je suis très méchant avec eux. Ils raisonnent comme des jeunes, ils ont envie de rester jeunes. Il y a ce côté, je le dis en anglais parce que c'est une de nos valeurs, mais c'est forever young, on veut rester tout le temps jeune. Et voilà, ils ont envie d'être comme ça, dans cet état d'esprit. Et il y en a d'autres. Nous, à 19 ans, ils veulent plus de Merci Andy parce que elles ont plus d'argent, elles vont aller chez Augustinus Bader s'acheter une crème à $85 et c'est ok. Mais voilà, donc moi je fais très attention au ciblage et profiling marketing. Oui, qui moi aussi sont très flous, pas forcément. Maintenant, on est plus sur une question comportement et d'usage que de t'habites où, tu fais quoi comme métier et t'as quel âge, quoi. Tu parlais de l'effet de surprise. Ouais. Vous êtes une marque créative, nous avons cessé de le dire tout de même. J'ai vu que là, pour la Saint-Valentin, vous lanciez un coffret premier date, un peu secure date. Quoi. Avec Tinder, on a fait un... ça, c'est une collab aussi, collab pas mal pour... moi, je suis très collab. J'adore partager notre communauté, aller chercher celle des autres, surtout avec toutes les fonctionnalités de cross-post, des outils. Je trouve que les marques sont assez timides là-dessus. Moi, je voulais faire un kit pour la Saint-Valentin de premier date, où en fait, avant ton premier date, il faut que tu aies les mains propres, une bonne haleine, que tu sues pas. Donc, on a des papiers matifiants, on a un miroir. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire un collab, reverser à une association en plus. Là, c'est contre le harcèlement, pardon. Et on est allé voir 2-3 apps de dating. On a eu un feat avec Tinder, ça a bien marché, on a construit une offre ensemble. Et ça, moi, je me mets aucune limite là-dessus. Parce que j'allais justement poser la question, et je la poserai à d'autres invités, mais ça vaut encore le coup de communiquer sur la Saint-Valentin. Parfois, on se pose la question. Mais quand on fait des OP comme ça, il y a du sens. Si c'est fun, oui. Si c'est juste, une offre promo. Oui, une offre promo. Après, malheureusement, la beauté est beaucoup chez les partenaires et nos enseignes. C'est quand même les programmes CRM de marketing qui sont très liés au temps basique. Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, les marronniers, c'est l'enfer. Moi, j'aime pas ça du tout. J'ai envie de faire mon calendrier. Tu vois, nous... c'est difficile. Et en même temps, cette année, le 9 avril, c'est la journée de la licorne. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait un truc dessus. On va faire un gros truc cette année dessus. Tu vois. Il existe une journée de la licorne. Exactement, le 9 avril. Si vous ne le saviez pas, le 9 avril. Ok. 9 avril, journée de la licorne. Et tu vois, et ça, c'est l'occasion de sortir du lot.
d'un point de vue PR, presse, c'est hyper important parce que tu vois, ça les aide. En fait, aujourd'hui, tu vois, toutes les presses quotidiennes et tout, elles adorent les journées d'eux. Ouais, c'est vrai. Et alors tu peux facilement parfois, on peut se dire relou. Voilà. Tu sais, la journée de la femme revient, des droits des femmes, pardon. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Il y a aussi le côté paraître opportuniste. Ouais, paraître opportuniste, faut pas le faire. C'est pour ça que nous, on prend pas de thématiques trop sérieuses. Mais journée de la licorne, on le fait. Tu vois, il y a toutes les journées de la Terre, les journées où c'est le jour du dépassement. Donc là, toutes les marques un peu bullshit green qui vont dire, bah maintenant, voilà. Bref, nous, on essaye de plutôt faire des thématiques qui sont rigolotes plutôt que se mettre sur opportuniste où on va reverser 1% de nos ventes à une association pour les femmes alors qu'on a envie de faire du business. Ouais. C'est pas, on fait plein de choses caritatives, attention, je crains oui, bien sûr. Les gens se trompent, mais pas comme ça. Donc, tu restes créatif en faisant des choses comme ça, mais sinon, comment tu gardes la flamme de la créativité avec les années qui passent Je sors beaucoup, je m'inspire beaucoup, je regarde les jeunes marques, j'adore le milieu de l'art. Là, je regarde beaucoup l'IA, évidemment. Je rencontre des gens, je questionne des gens, je vais parler à des gens sur Instagram en mode mec, là, il y a un gars qui fait de l'IA que j'adore, qui s'appelle Ifandly sur Insta, et en fait, il arrive à créer des musées de sushi, des pop-up stores, et j'ai envie d'apprendre de son art, donc je vais le contacter. Il nous répond, est-ce qu'il y a des collabs à faire, des synergies, on discute. Donc je vais vraiment demander des infos et en échange, quand on me sollicite, j'essaye d'être présent, comme ça je me dis c'est un peu le karma, tu donnes, tu reçois et ça marche. Donc c'est beaucoup en appelant d'autres personnes à collaborer avec vous que vous gardez cette flamme de la créativité. Je regarde, on brainstorm avec les équipes, mais tu vois, le brainstorm dans une salle, on dit tiens, on va lancer des brumes pour le corps, qu'est-ce qu'on va faire? Ça marche plus trop pour nous, ça. Ouais, ok. Ça marche plus trop. En vrai, ça n'a jamais marché, tu vois. Ok. Nous, ça marche quand on est confronté quand on parle, quand on échange, quand on se nourrit, Moi, j'ai besoin d'être nourri énormément, tu vois. Je pense que je suis très curieux et moi, tu vois, chaque personne en entretien, je teste sa curiosité. J'ai besoin que les gens soient curieux, qu'est-ce qui se passe autour du monde, sur quoi on va pouvoir rebondir sur l'actualité, sur les réseaux, est-ce qu'on va parler de ça, est-ce qu'on va pas parler de ça, j'ai besoin qu'il y ait cette curiosité. Donc le brainstorming est mort. T'en penses quoi? Ah, bonne question. Ouais, je pense un peu, parce qu'à partir du moment où tu mobilises les gens et que tu leur dis venez, on fait un brainstorming, souvent c'est un petit peu mou, flat, les gens se stressent pour avoir des idées. Exactement. Et au final, il n'y a rien qui émerge. Voilà, on parle de notre roadmap produit, donc nos produits 2026. Ouais. Et tu vois, on a fait une réunion brainstorm, c'était nul. Personne n'a eu le temps de la préparer. On était là, 2-3 idées à droite à gauche qui l'ont fait entre 3 emails pour remplir le point de mardi prochain. Perte de temps, perte d'énergie. Voilà. Alors qu'en fait, je préfère qu'on vienne nourrir quelque chose, tu vois, pendant un mois où tout le monde vient mettre ses idées. Tiens, j'ai vu un produit intéressant ici. Tiens, un fournisseur nous a proposé cette innovation, elle a l'air top, peut-être qu'on pourrait la twister. Tu viens mettre tout et après, tu viens construire une strat plutôt que de faire feuille blanche et essayer d'écrire. Moi, j'ai besoin de remplir un bocal. Et une fois qu'il est rempli, je viens check dedans, mélanger, et il y a un truc qui sort. Ça me donne une idée. Ouais. Aujourd'hui, avec Louis, voilà, nous venons de tuer le brainstorming et nous venons de créer l'outstorming. L'outstorming. Voilà, l'outstorming, c'est un bon... Mais tu vois, l'outstorming. L'outstorming. C'est un bon truc. On l'explique. Ouais. C'est parti. Comment tu l'expliques, l'outstorming? L'outstorming, c'est réussir à se nourrir de ce qui t'entoure pour le réinterpréter en concept créatif. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. On fait beaucoup ça. Et encore plus à l'ère de l'IA, tu vois, où en fait, aujourd'hui, avoir des idées, c'est plus compliqué. Tu viens écrire ton problématique et tu peux avoir 50 idées. Moi, si je demande à ChatGPT, je suis merci Andy, je voudrais donne-moi une liste de 50 produits innovateurs, il va m'en faire. Donc, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est de savoir si ça va marcher, c'est de savoir si je peux l'appliquer à ma marque, c'est de savoir si dans le monde, il y a quelque chose qui s'est déjà produit, qui peut me donner une piste créative un peu plus forte que juste une idée, quoi. Donc, voilà. On va revenir un peu sur toi. Ouais. Quand tu regardes, Louis, ce chemin parcouru. Je me regarde. Musique douce. Quand tu regardes ce chemin parcouru, y a-t-il des choses que tu regrettes? Il y en a plein. Oui. Enfin, je vis pas avec des regrets, mais je vis avec des moments... Oui, non, il y a des regrets. Il y a forcément des regrets. Non, il y a forcément des regrets. Il y a forcément des regrets de... Tu parles d'un point de vue très business ou... Ah non, pas du tout, global. justement. Ouais, global. Écoute, j'ai gardé des amis, je suis très heureux dans ma famille. Je pense qu'il y a des gens qui me détestent. Dans tous les gens qui ont travaillé avec Merci Andy, il y en a quelques-uns qui doivent me détester, mais je pense que 99%
ont quand même passé une bonne expérience chez Merci Andy. Il y a forcément eu des mauvais et je suis désolé pour eux et même désolé pour moi parce que ça a été compliqué. Mais oui, il y a forcément des choses que je regrette. Parce que j'étais trop jeune, parce que j'ai été mal conseillé, parce que j'ai voulu aller trop vite, parce que je manquais peut-être d'empathie. Et pour moi, l'empathie, c'est devenu hyper important dans ma vie depuis 5-7 ans. Et je pense que le début de ma carrière, t'es jeune, t'es un peu égoïste. C'était l'ère où on devait cramer de l'argent à tout va et grandir très vite, quitte à détruire les autres. Et je suis plus du tout Et comme on ça. ne te pardonne rien. Et on pardonne rien. On ne pardonne rien. Et malheureusement, l'image est très longue à changer. Je pense pas que j'ai une mauvaise image. En tout cas, j'espère. Tu vois, on va poser la question. Non, mais tu vois, commentaire. Je pense pas être un méchant. Après, il y a des gens qui... Non, je suis pas un méchant. Après, je veux pas être bisounours non plus. Normal. Tu vois, j'essaye d'être juste, mais empathique. Pour moi, c'est hyper important avec évidemment mes équipes, mais aussi avec nos fournisseurs, nos clients, ceux qui ont des problèmes, d'essayer de trouver des solutions. C'est super important. Et moi, je pense que le monde manque cruellement d'empathie. Tu vois. Genre moi, quand je sens que quelqu'un va pas bien dans l'équipe, la première chose que je vais faire, c'est d'aller voir d'autres personnes pour essayer de voir s'ils ont décelé qu'il aille pas bien. Tu vois, par exemple, je donne des prénoms au hasard, mais il y a Stéphanie, on sent qu'elle va pas bien, perso, pro, peu importe. Et je vais aller voir Jérôme et je vais lui dire, Jérôme, est-ce que, je suis un peu préoccupé par Stéphanie, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Et en fait, c'est une technique qu'un Danois a fait pour l'éducation nationale danoise. La France est en train de le tester. Ça a un nom, je ne me souviens plus. Je crois que le gars s'appelle Picasse. Et en fait, tu vois les gens qui sont empathiques et qui vont dire, bah oui, moi aussi j'ai vu. Et après, j'aime bien, et c'est que 2 questions, c'est qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour l'aider. Mais pas si tu es dans le même service, même équipe, hein, c'est pas grave. Et en fait, ça pour moi, c'est hyper important, tu vois, de travailler avec des gens qui vont pouvoir aider quelqu'un à un moment précis. Mais du coup, pourquoi toi, tu vas pas voir la personne et tu lui dis Je le fais aussi. Ouais, tu le fais aussi. Non, mais je le fais aussi. C'est juste que pour moi, un collectif, il marche. Moi, je veux pas être le gars qui règle les problèmes de tout le monde. Je pense qu'une entreprise saine, c'est pas ça. Tu vois. Moi, je veux régler les problèmes quand les gens n'arrivent pas à régler le problème. Mais ce que je veux, c'est que tu vois, on veut construire une équipe. Et s'il y a quelqu'un qui a un peu de mal sur un sujet ou qui a des sujets perso et qu'il a envie de partager, évidemment, on ne force rien, je veux qu'on réussisse à créer cette empathie générale, tu vois, pour s'aider, s'entraider. Et je pense que c'est comme ça que l'intelligence collective est beaucoup plus forte. Et tu remarques que les gens en ont ou pas? Est-ce qu'on vit dans un monde empathique? Non, je trouve qu'on vit dans un monde qui n'est pas suffisamment empathique. Voilà. Après, j'espère chez Merci Andy de recruter des gens qui sont curieux et empathiques. C'est les 2 trucs que je recherche le plus. Mais tu vois, je vais te donner un autre exemple. Moi, tu vois, surtout à Noël, ou quand par exemple, parfois je vais sur le SAV. Quand je vois donc sur le support client, j'adore y aller, j'apprends beaucoup de choses, je me nourris et tout. Quand je vois genre mon colis n'est pas reçu, il s'est perdu, ma fille va être super déçue pour son anniversaire, ça sera pas livré à l'heure, je te jure, ça me fait mal. Alors tu te dis, l'enjeu business, c'est une commande à 39 € qu'on va réexpédier, ça va me coûter. Mais ça fait chier quelqu'un, quoi. Mais en vrai, je te jure, je pourrais envoyer un coursier à Lyon pour qu'elle ait ses produits et que sa fille passe un bon anniversaire. Et ça, les gens qui bossent sur le SAV, tu vois, je leur explique, essayez de trouver des solutions, évidemment, dans ce qu'on est capable de faire. Et s'il y a quelqu'un qui dit juste « Ah je vous réexpédie votre commande, elle arrivera dans 3 jours », mais qui ne pense pas à l'anniversaire de la fille, ça me dérange pas. Et ça, ces gens-là, moi, je vérifie que je suis fou. non, mais parce que je t'imagine là, prendre un train, débarquer à Lyon avec un sac d'ailleurs que tu nous as ramené. Merci beaucoup, on a eu droit à des cadeaux. Non, mais tu vois, je t'imagine déjà sur ton scoot avec ton casque. Merci Andy, tu vois un peu. Ça m'est déjà arrivé. De le faire. Le pire, c'est pendant les calendriers de l'Avent. On vend notre calendrier de l'Avent 2 mois avant le 1er décembre. Évidemment, le 28 novembre, tu te prends une rafale de commandes avec tous les retardataires et tout. Évidemment qu'ils ne le reçoivent pas avant le 1er décembre. Et évidemment qu'ils te défoncent. Tu vois. Et c'est horrible. Donc, et ça, tu mets une pression folle à ta logistique parce que le 1er décembre, c'est la magie de Noël. Tu vois, et c'est frustrant. Tu le vends depuis 2 mois. Il t'en reste plus beaucoup. Les gars sont au dernier moment. Ils se plaignent qu'ils sont en retard. Mais je suis quand même en mode... La logistique, vas-y. Normalement, le cut-off, on arrête d'expédier les commandes à 14h. En fait, on sait que les derniers jours de novembre, mélangé au Black Friday en plus, donc je te laisse imaginer. Voilà. Faites un effort, bossez un peu plus, agrandissez, parce que les gens, on a cette empathie. Mais il faut que je travaille là-dessus, parce que parfois, ça me... C'est trop. Parfois, c'est trop. Pour des choses qui ont un impact business trop minime, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est ma personnalité. Je comprends. En tout cas, pour moi,
le client n'est absolument pas roi. Ouais. Moi, je déteste ça. Ah non, le client n'est pas Vas-y, roi. détail. Détail, tu vois, 1 milliard d'exemples de gars où son mondial relais qu'il avait sélectionné à 200 mètres, il arrive à 500 mètres et le gars nous insulte parce que c'est pas le mondial relais qu'il avait choisi. Tu vois. Pour moi, ça, c'est plus possible. Tu vois. Enfin, moi, je peux rentrer en fight avec un client pour lui expliquer que c'est pas OK. Tu vois. Une personne qui dit j'ai pas reçu mon colis, il y a une preuve de signature et on lui dit si tu l'as reçu, elle dit non, on dit OK, on enquête, elle me dit rembourse-moi maintenant tout de suite et elle t'agresse pendant 10 mails. Ça t'accepte pas? Non, j'accepte pas. Tu penses qu'il ne faut plus accepter? Non, il ne faut plus accepter. Le client n'est pas roi parce que quoi? Parce qu'il se doit d'avoir une forme d'empathie il se doit d'avoir une forme d'empathie. Tu vois, les marques sont honnêtes. Enfin, faut une sorte d'honnêteté. Nous, on a des conditions générales de vente. Si ton colis est écrit qu'il est livré, qu'il a été signé et que tu dis que tu ne l'as pas reçu, on te croit. Mais on a besoin d'enquêter auprès de la Poste. On ne peut pas te renvoyer tes 55 € comme ça. Parce que il y a une grande mode sur Internet, sur le e-commerce. Maintenant, tu commandes un produit que tu dis que tu ne l'as pas reçu. Et en fait, la preuve, elle est compliquée. Vraiment, c'est un vrai sujet. Mais donc non, moi, le client n'est clairement plus roi. Je défends beaucoup mes équipes. De temps en temps, on me tag sur des tickets et je vais défendre mes équipes. Enfin, je vais défendre mes équipes. Je viens un peu jouer le rôle de médiateur. Vous avez raison, mais nous aussi, on a raison. C'est-à-dire que le client met une pression à la marque. Et parfois, tu te dis, pas cool, parce que la marque, elle, déjà, peut pas pressuriser son client, mais elle se prend tous les feux. Quoi. Et puis, on n'est pas Amazon, on ne peut pas livrer en 12 heures. On ne peut pas te rembourser si tu n'as pas... Tu vois, on a besoin d'enquêter pour te rembourser, évidemment qu'on rembourse tout le monde et tout, mais non, je pense que l'ère du client est roi, il peut tout dire, peut tout faire, c'est pas OK, tu vois. C'est mort, ça n'existe plus. T'es d'accord ? Ouais, j'entends le point, je suis d'accord aussi. On se plie en 4, les marques se plient en 4, je trouve qu'elles font énormément d'efforts pour leur image, pour leur ceci, pour ça, mais on peut pas tout accepter. C'est comme dans la vie aussi, avec des gens normaux, tu peux pas tout accepter. Non, c'est hyper important. Et nous, il y a des clients, on les a bloqués, parce qu'il y a trop d'insultes et tout, tu vois. Bloqué client. Tu vois, où ça devient même ça devient dangereux pour nos équipes, tu vois, avec des gens. Des fous, quoi. Quelques-uns sur des dizaines de milliers, centaines de milliers, donc ça va. Balance ton client. Attention. Nouveau compte Instagram, avec tous les SAV un peu fun. Ça serait génial. Génial. Si tu veux, on le lance. Balance ton client. RGPD, il faut bien cacher bien tout. Mais j'aime beaucoup l'idée. Balance ton client. Allez, votez en commentaire. Est-ce qu'on doit lancer Balance ton client? Si on a 1000 oui, on y va. 1000 oui, on y va avec Louis. Le colis est arrivé trop vite. Mais c'est abusé, vas-y. On s'est fait insulter parce qu'il y avait 3 jours, il est arrivé en 2 jours. J'étais pas là. Et exactement. J'avais pas prévu d'être chez moi, du coup le colis de la Poste, il faut que j'aille le chercher à la Poste, en fait. Et on s'est fait insulter. Et j'en ai fait un post LinkedIn qui a vraiment bien marché, tu pourras regarder, et vraiment beaucoup de soutien. Et on s'est fait insulter parce que le colis arrive trop vite, tu vois. Hallucinant. Balance ton client, attention, on est prêt. 2 questions. On parlait d'international, mais on a vite, mais il faut quand même le raccorder. Développement international, tu penses que ça doit être direct dans l'ADN de ta marque quand tu l'imagines, quand tu la conçois, ou est-ce que tu peux devenir une marque internationale après coup? Je pense qu'il faut l'imaginer dès le départ. Ah ouais, ok. Sinon t'es mort, c'est pas international, pas de réussite internationale. Non, tu peux, mais en fait, c'est juste ton ambition, c'est laquelle dès le départ. Moi, je savais que je voulais qu'il y ait une Coréenne, une Australienne, une Française, une Italienne, une Américaine et une Brésilienne qui pourraient utiliser mon produit. Un homme, quelque part? Oui, tu peux en dire un aussi, bien sûr. Pas de discrimination. Excuse-moi. Mais c'était vraiment l'objectif. Je suis passionné par ça et je trouve ça extraordinaire qu'une marque soit capable de vendre. C'est pas que je suis ultra mondialiste, mais je trouve ça extraordinaire qu'une marque avec son produit, ses valeurs, elle puisse vendre ce produit-là. Je trouve que c'est fort. Donc nous, on a construit une marque où il y a un ADN. On n'a pas d'ADN français, tu vois. À part le mot merci, beaucoup de gens pensent qu'on est une marque anglo-saxonne dans nos codes, dans nos couleurs. C'est brillant, du coup. Tu vois, on fait très UK, on fait très US. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est une boîte américaine. Et c'est OK. C'est juste quand tu as un ADN trop français, tu vois, quand tu es une marque très française et que tu décides d'aller et que tu joues pas dessus, ou en tout cas que tu vois, tu le mets pas en avant, il y a un moment où tu peux être bloqué. Donc moi, je pense quand même que, je dis pas au moment 0 où tu es dans ta chambre et tu crées ta boîte, mais au moment où tu commences à avoir envie d'expansion, peut-être 2 ans, il faut se dire, tiens, est-ce que mes packs fonctionnent à l'international? Est-ce que j'ai l'anglais placé au bon endroit sur mon pack? Je parle très produit, évidemment. Est-ce que ma marque, elle va résonner? Et en fait, c'est
tellement dur de reconstruire une histoire à l'international. C'est clair. Tu repars pas à 0, tu repars à moins 1000. Moi, je pensais que voilà, de 0 à 100, on était à 80 en France. Aller en Italie, on allait repartir à 50. Mais en fait, tu repars à pire que ça parce que tu dois tout refaire. Et la difficulté de raconter une histoire internationale, c'est que tu vois, quand tu construis ton histoire en France, tu racontes une histoire, il y a des jalons, il se passe des choses et ça se fait petit à petit. Il y a des produits qui arrivent. Là, tu arrives, tu as un catalogue avec une marque entière, avec une histoire, avec 3, 4, 5 ans à raconter à un pays. C'est pas la même chose. Tu t'es pas construit avec le pays, tu racontes une histoire passée. Donc vraiment, les enjeux sont hyper différents. Et nous, dans les marchés anglo-saxons, on y arrive très bien. Australie, UK, US. Les marchés scandinaves et Allemagne, beaucoup plus durs, beaucoup plus terre à terre. Je pense le côté aspirationnel de la marque, ils ne le voient pas suffisamment. C'est très price quality, tu vois. Et les pays latins, Espagne, Italie, on commence à bien craquer le truc sur certains produits. L'Asie ? Et l'Asie, on y est très peu. On est un peu en Corée. Ah ouais, ça m'étonne, parce que vous êtes un peu mignon, kawaii, coloré. Mais c'est un peu cliché peut-être. Après, c'est une question de ressources. Je pense qu'on ne peut pas tout faire. Ok. Est-ce que tu veux un petit peu d'eau avant la dernière question ? Allez, avec plaisir. Parce que ici, c'est les tropiques. C'est les tropiques ici, messieurs, dames. Vous ne vous rendez pas compte, mais on a chaud. C'est un aquarium. On a chaud. Dernière question. Allez. T'es-tu hydraté ? C'est pas la question. Hydraté, mais c'est un de mes objectifs 2025. Je bois pas assez d'eau. De plus hydraté ? Ouais, c'est vraiment important. Buvez de l'eau. On dirait Van Damme. Moi, je suis encore... évidemment. Buvez de l'eau, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pas le bon accent, mais c'est ça. Louis, en toute vérité, pour réussir dans le business, est-ce que tu penses qu'il faut être plus audacieux ou plus empathique ? Un seul choix de réponse possible. Sans justification ? Si, tu peux justifier derrière. Quand même, on est sympa. Audacieux. Ouais. Je suis choquée de ta réponse. En fait. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as vendu l'empathie comme la nouvelle tendance 2025. Moi, j'étais prête à dire tous empathiques, tu vois, lancer une campagne. Non. La réussite dans le business, parce que c'est vrai que j'ai qualifié ma question, la réussite dans le business. C'est chaud. Non, pour moi, c'est audacieux, tu vois. Ok. Et tu es obligé de prendre des risques, et même si tu es empathique et que tu prends pas de risques, et ça va être trop compliqué. Malheureusement. Okay. Non. Je sais plus quoi dire. Non. Fin. Non, mais c'est bon l'audace. Mais l'empathie, tu m'as tellement vendu le truc tout à l'heure. J'étais persuadée que tu aurais répondu empathie. L'empathie. Tu gagnes plus en étant audacieux ou empathique ? Je pense que pour réussir, en tout cas au démarrage, tu as besoin d'être audacieux. Tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu démarres, quand tout le monde te met des bâtons dans les roues, quand tu allumes la télé, que tu regardes les news, si tu n'es pas audacieux, pour moi, c'est déprimant, tu vois. Enfin, on va te dire, il y a de la décroissance, il y a ça, il y a de l'inflation, il y a de la concurrence, il y a des droits de douane, il y a tout qui arrive. Donc, tu te dis, tu vas lâcher vite. Et en fait, l'audace, ça va être de se dire, OK, il y a tout ça, mais moi, je vais passer au-dessus. Je vais parce que je suis un fou et que mes limites, elles sont très, très hautes. Ouais, voilà. J'aime bien cette phrase, je suis un fou. Ouais, soyez non, mais fou. Voilà. Après, le côté empathique, quand tu commences à avoir des équipes, il est hyper important. Aussi. Quand tu commences, pour moi, c'est peut-être la step 2, tu vois, et malheureusement, on a des grands dirigeants de grandes entreprises qui manquent réellement d'empathie, mais qui sont audacieux et leur business, il grandit. Après, ils peuvent faire beaucoup de désastres autour d'eux, et ça, c'est pas OK, tu vois. Bon, voilà. Conclusion. Le mot de la fin. Soyez audacieux, puis quand même empathique. Parce que... Dans un deuxième temps, empathique, c'est important. Il faut rester sympa, ouvert aux autres. Empathique, on n'a pas donné de définition, mais c'est la capacité à comprendre, je crois, les émotions d'autrui. Exactement. C'est ça. C'est pas se mettre à la place de quelqu'un, c'est la capacité de comprendre les émotions des autres, exactement. C'est pas juste je me mets à la place de l'autre, oui, mais ça va. Non, c'est vraiment... Les comprendre. Les comprendre. Ok. Louis, merci. Merci à toi. C'était très cool. On n'a pas tant buzzé que ça. Non, ça va. J'ai fait attention parce que d'habitude, je dis beaucoup de mots en anglais, mais parce un petit dernier pour la route. Vas-y. Voilà, toute cette interview était du bullshit. Exactement. Non, on rigole. On n'est pas des IA, on est vrai. Alors, on a préparé ces petites cartes. Ah, faut que j'en tire une au sort, ou... alors non, parce que au fait, c'est toi qui vas écrire quelque chose dessus. Puis tu vas pouvoir la garder. Non, nous, on va la garder derrière, on va la sceller. C'est un peu l'image de l'homme de com qui s'installe tout doucement. Très sympa. Celle-ci, j'écris sur... celle que tu veux. Inhale the good shit, exhale the bullshit. Là, c'est une question... en fait, si tu veux, on aimerait dire... J'aimerais que tu écrives un truc sur cette carte qu'on révèle
que si... Je me crache, je me plante. Non, je rigole. Quelle horreur. On reveal à ta mort, l'angoisse. Alors, en fait, ces produits, c'est de la merde. Regarde. J'aimerais que là-dessus, tu nous dises un truc que tu n'as jamais dit à personne. Ouais, ou en tout cas, pas publiquement, ou pas en interview, quelque chose sur toi qu'on aurait besoin de connaître. Et tu vois, j'ai beaucoup aimé... En fait, je bouffe des McChicken tous les vendredis soirs. Ouais, ici... Ah, putain. En cachette, quand tout le monde dort. Uber Eats. On a dit pas de bullshit, donc je vais te dire une vérité. Ouais. C'est quand j'ai dit que j'allais t'interviewer, bah, y a eu des images variantes de toi. Ah ouais? Genre, hyper cool le mec. Et d'autres, attention. Ah ouais? Ouais, putain, ouais. Mais tu vois, Et non, et ça se confirme pas du tout. Et bref, pourquoi je te dis ça? Mais c'est chaud, je trouve, tu vois, parce que l'image que les gens peuvent avoir de certaines personnes de loin, okay. Sans rien savoir. Enfin, je veux non, dire. Mais c'est ok, ils ont le droit. Ouais, mais là, on est donc sans bullshit. Je pense que c'est très lié aux fréquentations. Ouais. Quand tu t'associes avec quelqu'un, quand tu discutes et tout, et moi j'ai des gens, bah, tu vois, j'ai des parties prises. C'est ok de j'aime pas. Moi, je préfère ça que le tiède, tu vois. C'est soit je prends une douche gelée, soit je prends un bain très chaud. Vas-y, on en parle en fait, je vais te dire. Anthony Bourbon. Ouais. Bah oui, mais c'est normal. Depuis que je me suis associé à lui, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Alors que et voilà. Il y a une phrase que j'adore, c'est « tu es la moyenne des gens qui t'entourent ». Ouais. Et en fait, c'est le problème. Beaucoup, lui, hein. Lui, il a dit cette phrase? Ouais, il a dit Merde! Bon, je la retire. En fait, j'ai rien contre Anthony, moi je le connais pas. Mais, tu vois, il y a cette notion de dire, parce que tu traînes avec quelqu'un, au final, t'es peut-être comme lui. Ouais. Alors que pas du tout. Mais non. Et moi, je le connais pas encore une fois. Moi, je le connais depuis 10 ans, avant qu'il fasse tout ce qu'il a fait. Il y a des choses qu'il a réussi, il y a des choses qu'il a tort. Pour moi, il fait énormément de bien à l'entrepreneuriat. Qu'on le veuille ou non, il a financé 30 boîtes. Et il vend pas des formations depuis Dubaï, 50 000 € pour vendre du dropshipping. Vraiment, il investit dans des boîtes pour l'endométriose, pour le développement durable, ça faut le dire, pour remplacer les œufs. Non, mais c'est vrai, tu vois, parce qu'on vend des formations depuis Dubaï à des semi-entrepreneurs qui font des crédits pour financer ces formations. Bah, moi, j'ai un problème avec ça, tu vois. Et pourtant, il y a des gens qui sont idolâtrés de tout ça. Anthony, il est, tu vois, moi, je l'aime beaucoup. Il est très clanique. Ça se dit clanique, tu vois. Clanique. Il protège son clan. Il a un clan, il a des gens qui l'aiment, qui l'aiment pas. Moi, je fonctionne pas forcément comme ça. Moi, j'ai de la chance, je suis dans son clan. Et et voilà, je le rejoins. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne parlent plus depuis ça. Non mais dingue. Mais bon. Donc parenthèse, vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent, c'est pas forcément vrai. Calm down. Je suis d'accord avec cette expression sur certains aspects, genre tes potes, leur environnement. Moi, je suis d'accord avec cette phrase. Après, c'est les ennemis de tes amis sont tes ennemis, ou je sais plus, tu vois le truc. On peut être 1000 fois l'ami de 10 ennemis. Non, mais en fait, c'est pas parce que t'es ami avec quelqu'un ou tu travailles avec cette personne et que j'aime pas cette personne ou que j'ai un passif avec cette personne que tout de suite, je vais te mettre dans cette personne. Voilà, chacun est différent. Moi, j'ai un intérêt à être à faire ce que je fais avec Anthony. Anthony, il a un intérêt à être avec moi et je l'assume à 1000%. Anthony, on t'embrasse. Pensez pour ça. Allez, pensez pour toi. Donc là, si je meurs, qu'est-ce qu'on dévoile? Quelle angoisse. Que je bouffe des McChicken. Le mot secret que Louis est en train d'écrire sur cette magnifique carte sera un mot qui sera décelé sous réserve. Bah, tu la décèles si Anthony repartage notre contenu. Ok, oui, pourquoi pas. Ok, Anthony, on décèle la lettre si tu repartages notre contenu. Zébari. Ok. Alors, mon mot secret. Donc, tu veux un... Ça peut être anecdotique, ça peut être positif, négatif, mais un truc que personne ne sait sur toi, où on mérite justement de mieux te connaître et de ne pas juger. On ne juge pas ici. Tu vas pas la lire, hein? Comment ça? Là, je vais pas la lire, là. Comme tu peux regarder. Et puis moi, je suis pas une tricheuse. Il y a une boîte, On a une boîte magnifique qui fait aussi valise de voyage. N'hésitez pas, on la prête. Passe en valise, casse-croûte aussi, c'est un petit bento, French bento, you know, like. La preuve, hein, elle est vide, ok? On ne réinventera pas le mot j'allais dire Anthony, de Louis. Ça sera son mot et nous le décèlerons, je répète. Donc tu l'as décidé. Si Anthony Bourbon repartage le contenu. Anthony, c'est sur toi que repose la réputation. Voilà, c'est quelque chose qui va peut-être faire rire des gens, peut-être en décevoir beaucoup, mais on verra. J'ai envie de savoir. Papa, ça fonctionne notre truc. Merci, j'ai été enchantée. Bah ouais, c'était merci cool. D'avoir répondu Bravo. présent. Merci de faire confiance à ce format. Et, très sympa. Je garde cette très belle the bullshit, exerce the bullshit. Non, je garde ces deux-là. Ok, trop bien. Merci. Hop.